Notre CA ce soir, Véronique Proulx, DG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, et Louis Lévesque, président du comité des politiques publiques de l'Association des économistes québécois. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous précise qu'on est toujours en attente de ce point de presse de la part de Mark Carney qui ferait le point donc à la suite d'une rencontre avec les premiers ministres provinciaux pour discuter de la stratégie économique face à l'offensive tarifaire de Donald Trump. Juste une courte question là-dessus, Véronique, d'entrée de jeu. Est-ce que vous trouvez que ça avance, ces réunions? Il y en a eu plusieurs avec Justin Trudeau, maintenant une avec Mark Carney. Est-ce que vous sentez que ça fait vraiment avancer les choses pour enlever les barrières au commerce interprovincial? Écoutez, ça fait 3 mois qu'on parle de tarifs et ça fait 3 mois qu'on parle d'aplanir les barrières au commerce interprovincial. Je voudrais que les entreprises commencent à s'impatienter, qu'il n'y ait pas de gestes qui soient posés, de gestes ambitieux qui soient posés de la part de notre gouvernement pour nous permettre d'ouvrir les marchés et d'avoir accès à un marché plus grand, plus résilient également. Bon, Louis Lévesque, est-ce que vous avez un petit mot là-dessus? Est-ce que vous, de votre côté, ça vous étonne que ça ne bouge pas plus rapidement? Après 33 ans de carrière au gouvernement, je pense que je ne suis pas vraiment surpris de la vitesse des choses. Je dirais que le contexte est sans précédent qui va probablement amener de l'unité, mais en même temps, pour l'action, ça prend un gouvernement fédéral avec un mandat clair de la population, ce qu'on devrait obtenir d'ici un mois. Très bien. Alors, on va suivre ça. Évidemment, on sera peut-être interrompu par M. Carney, mais entre-temps, on va se consacrer sur l'autre gros sujet important, mais du côté provincial, au Québec, avec le ministre des Finances, Éric Girard, qui va déposer mardi, le 25 mars, le budget pour 2025-2026, un budget qui sera présenté, on le disait, dans un contexte assez incertain. Merci. Je vous fais d'abord écouter le ministre Girard. Face à la menace de tarifs le 2 avril, il y a une grande incertitude. Ça a un impact sur la situation économique, ça a un impact sur les gestes qu'on doit poser, ça a un impact sur le niveau de provision pour éventualité qu'on doit mettre dans le budget pour faire face à cette grande incertitude. Mais pour ce qui est de l'équilibre budgétaire, notre engagement envers une saine gestion des finances publiques, c'est toujours là. Donc, Éric Girard, qui, en fait, au cours de cette allocution, a confirmé qu'on s'apprête à dévoiler un nouveau déficit record, donc le 11 milliards de l'an dernier. On va voir pire encore. Est-ce que, Louis Lévesque, ça vous étonne dans le contexte actuel qu'on ait un autre chiffre un peu choquant là, qui s'en vient? Malheureusement pas. Évidemment, la première chose, c'est que le retrait de la mesure sur le gain de capital a enlevé des revenus à M. Girard, mais la détérioration de la situation économique et l'incertitude font qu'il n'y a rien de surprenant à cette annonce-là. Mais c'est quand même préoccupant parce qu'on se dit on n'a pas beaucoup de moyens, pas beaucoup de marge de manœuvre. Est-ce que c'est quelque chose qui inquiète vos membres à la Fédération des chambres de commerce, Véronique Proulx? Bien sûr que c'est inquiétant de voir que le déficit augmente, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est correct de dépenser puis d'investir davantage si on le fait au bon endroit. Puis pour nous, il y a 2 endroits importants. Le premier, c'est d'investir auprès des entreprises qui seront frappées de plein fouet par la guerre tarifaire, par l'incertitude de façon générale. Et la deuxième, ça va être d'investir dans nos grands chantiers, nos grands chantiers de construction, par exemple. Mais si et seulement si ces grands chantiers-là bénéficient aux entreprises qui emploient les travailleurs ici. Donc là, je fais référence à l'importance des contrats publics, de s'assurer que ces grands projets-là bénéficient à nos entreprises manufacturières, nos entreprises de services qui emploient des centaines et des milliers de personnes ici au Québec. C'est ça, parce que Louis Lévesque, c'est un peu un contexte particulier parce qu'on parle de possibilité de récession en raison de la guerre tarifaire. Vous avez parlé des changements fiscaux sur le gain en capital qui n'auront pas lieu. Donc, il y a des gains qu'on n'aura pas. Il y a le dividende d'Hydro-Québec qui sera moins important. Donc, il y a des pressions sur les revenus, mais en même temps, les besoins d'investir, de dépenser, de soutenir l'économie et les Québécois sont grands. Alors, comment on fait la part des choses? Je pense qu'il va y avoir des arbitrages très difficiles parce que les données montrent que le déficit budgétaire qu'on a est structurel. Il n'est pas relié à la conjoncture économique. Et en même temps, on a un besoin d'agir, notamment, d'accord avec Véronique, sur le fait d'investir dans les infrastructures pour s'assurer qu'on maintient les niveaux d'emploi puis qu'on utilise la main-d'œuvre qui est disponible, et aussi investir dans la productivité des entreprises. Mais ça, on est malheureusement pris avec la situation où, au départ, on a un déficit très important et donc, ça va mettre des pressions sur les finances publiques pour l'avenir.
est-ce que ça peut aller jusqu'au point où on va devoir se serrer la ceinture? Parce que Éric Girard a dit dans les derniers jours, pas question de hausser les taxes ou les impôts, c'est pas le temps d'alourdir le fardeau fiscal des Québécois. Alors, on trouve de l'argent où, là, si on veut pas s'enfoncer dans un puits sans fond? Louis Lévesque, oui, excusez-moi, je vous relance là-dessus. Il n'y en aura pas de facile. Les prévisions du mois de novembre 2024 de M. Girard supposaient des taux de croissance des dépenses qu'on n'a pas vus depuis ce qu'on appelle l'austérité du dernier mandat du gouvernement libéral. Si on n'augmente pas les impôts, l'enjeu, c'est est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour réduire les dépenses sans réduire la livraison de services? À très, très court terme, ça va être extrêmement difficile, mais je pense qu'il faut avoir un débat public sur il y a peut-être des choses qu'on fait actuellement qu'il faut carrément arrêter de faire pour protéger les services de base comme la santé et l'éducation. Oui, il y a une grande réflexion, effectivement, qui doit s'amorcer. De votre côté, là, Véronique Proulx, vous m'avez parlé d'investissement, de soutenir les entreprises. Les grandes priorités du budget, ça devrait être quoi? Qu'est-ce qu'ils vous demandent, vos membres? Bien, écoutez, il y a 3 choses que les entreprises nous demandent. Certaines sont des mesures budgétaires, puis d'autres non. Mais si on revient au budget, la première, c'est de regarder le taux d'imposition des entreprises, les crédits d'impôt à la recherche et développement et les crédits d'impôt à l'investissement. Pourquoi? Parce qu'on est collé sur les États-Unis qui ont une compétitivité, une fiscalité très compétitive. Et le Québec ne peut pas faire comme si on était en vase clos. On doit en tenir compte. Bien sûr que l'idée, c'est pas de faire une course à qui va offrir le plus de mesures ou de programmes ou de subventions, mais il faut quand même le prendre en considération. Et dans le contexte actuel, nos entreprises n'investissent pas. Il y a tellement d'incertitudes qu'il n'y a rien qui bouge. Donc, dans un premier temps, ça prend un signal clair au niveau de la fiscalité qui a un incitatif à rester ici, à investir ici, que ce soit pour automatiser, robotiser, développer des nouveaux produits pour diversifier nos marchés d'exportation. Donc, ça, c'est le premier panier, mais ça doit être accompagné, et là, j'y reviens, aux contrats publics. Si on est pour avoir des grands chantiers au Québec, il faut s'assurer que nos entreprises qui emploient des travailleurs ici y ait accès. Et malheureusement, présentement, c'est pas le cas. Nos entreprises doivent s'établir aux États-Unis pour accéder aux contrats publics américains. C'est la même chose vers la France, alors que des sociétés étrangères, qu'elles soient américaines ou asiatiques, vont venir chercher des contrats publics auprès de notre gouvernement sans avoir de contenu local. Tout à l'heure, on a entendu le premier ministre Ford parler qu'il allait déposer un projet de loi sur les contrats publics. Ça va être Ontario First, après les provinces canadiennes. On s'attend à ce que le gouvernement Legault ait la même ambition et qu'il pose des gestes ambitieux dans le contexte actuel. Pourquoi? Pour démontrer à nos entreprises qu'il y a des opportunités au Québec, qu'elles ont raison de rester ici et qu'il y aura des possibilités de faire affaire autant avec le gouvernement que les différentes agences provinciales. Monsieur Lévesque, vous en pensez quoi? Est-ce que ce serait une bonne idée de consentir des baisses d'impôts, des hausses de crédit, un meilleur soutien fiscal aux entreprises dans le contexte? La première chose, c'est qu'on ne peut tout simplement pas se permettre d'avoir des impôts sur les entreprises qui sont plus élevés que nos partenaires économiques. Les pays nordiques ont compris ça depuis longtemps, puis ont des impôts sur les entreprises qui sont généralement comparables à ce qui s'est fait aux États-Unis. Donc, pas de débat là-dessus. Mais on a toute une série de préférences pour des industries particulières, pour des secteurs particuliers, et il va falloir que ça soit réévalué sous l'angle de... On a un impératif de productivité qui est encore plus maintenant fondamental puis essentiel. J'entends Mme Proulx, mais en même temps, du côté des marchés publics, on veut que les contribuables en aient pour leur argent. Mais du même côté que Mme Proulx, c'est parfaitement absurde que des entreprises américaines ou européennes aient un meilleur accès aux contrats publics au Québec que des entreprises d'autres provinces, ou inversement, que des entreprises québécoises aient un moins bon accès en Ontario, au marché public de l'Ontario, que des entreprises américaines ou européennes, ce qui est la situation actuelle. Donc, il y a vraiment des changements importants à faire pour s'assurer à la fois de donner des contrats à nos entreprises collectivement canadiennes, mais aussi assurer quand même qu'il y a une concurrence et des prix qui font que les contribuables en ont pour leur argent. Bon, ça, c'est l'idée, effectivement, de soutenir les entreprises. Est-ce que, Mme Proulx, vous trouvez que dans l'autre aspect pour les soutenir, c'est-à-dire l'idée d'ouvrir les marchés, réduire notre dépendance au marché américain, est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'on appuie assez les entreprises qui veulent le faire?
Bien, la réponse, c'est non. Je trouve qu'on n'en fait pas assez. Puis j'en parle beaucoup avec plusieurs entreprises, des PME, des grandes entreprises qui sont frappées de plein fouet, encore une fois, par l'incertitude de la guerre tarifaire. C'est sûr qu'on ne remplacera pas la perte de nos exportations américaines par nos marchés publics et possiblement par la diversification. Ce ne sont pas les mêmes secteurs, ce n'est pas nécessairement les mêmes entreprises, mais le fait d'aplanir les barrières au commerce interprovincial, comme le font Doug Ford et Tim Houston, le fait d'ouvrir les contrats publics ou de donner des critères préférentiels à nos entreprises qui fabriquent localement, qui emploient des gens ici, ça l'envoie un signal. Ça l'envoie un signal fort. Et malheureusement, ce signal-là, on ne l'a pas entendu. Et je vais finir avec un dernier point qui n'est pas une mesure budgétaire, mais on le dit au niveau du budget, les ressources sont limitées. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Les contrats publics, les barrières au commerce interprovincial. Et le dernier point, c'est les travailleurs étrangers temporaires. Et là, je me permets de faire un appel direct officiel au premier ministre Legault, parce que le gouvernement fédéral a jusqu'au déclenchement des élections, soit dimanche matin, pour faire une annonce, pour mettre une exemption pour les travailleurs étrangers temporaires. Et nous, on dit au premier ministre Legault que ça n'a pas de sens qu'il n'arrive pas à une entente pour permettre à nos entreprises, des milliers d'entreprises qui vont devoir se départir de leurs travailleurs étrangers temporaires. Et ce sont parfois des entreprises qui ne sont même pas affectées par la guerre tarifaire, qui pourraient continuer à soutenir notre économie régionale. Alors, pour nous, c'est absurde que les entreprises fassent les frais du fait qu'on n'arrive pas à une entente. Et ça, encore une fois, c'est une mesure. C'est pas une mesure budgétaire, mais c'est une mesure, un geste concret qui aiderait les entreprises localement. Vous êtes d'accord, M. Lévesque, que ça pourrait faire avancer certaines choses sans que ça coûte trop cher au Trésor québécois? C'est clair que s'il y a des pénuries de main-d'œuvre à très, très court terme, ça pourrait aider. Mais il ne faut pas se compter d'histoire. On a eu une très forte immigration et ce qu'on voit, c'est que le PIB par habitant au Canada puis au Québec a cru très lentement par rapport notamment à nos partenaires commerciaux. Nous devons changer nos façons de faire. Nos entreprises doivent investir davantage de façon à se moderniser, changer de façon de faire. C'est la seule solution à long terme. Bon, puisqu'on parlait aussi de manipulation non budgétaire ou de mesures qui pourraient ne pas coûter trop cher, Véronique Proulx, souvent on parle de la paperasserie ou la multiplication des technicalités, des obligations de déclaration. C'est coûteux, ça, pour les entreprises. Est-ce que ça fait partie de vos demandes? Absolument, c'est un très bon point. De plus en plus, en fait, on entend les entreprises nous parler, le gouvernement ne doit pas en faire plus, il doit en faire moins. Alors ça, c'est un message qui est porté par beaucoup de nos membres à travers le Québec. Puis ça veut dire quoi? C'est de réduire la lourdeur administrative, de regarder la réglementation pour pouvoir la rendre plus agile, plus flexible, de diminuer la paperasserie, comme vous l'avez dit, auprès des entreprises. Et encore une fois, quand on regarde ce que le gouvernement américain, le président Trump est en train de faire, il veut baisser l'impôt corporatif, il veut réduire la réglementation, il assouplit les choses. Donc, le gouvernement du Québec doit aller de l'avant. Il doit s'assurer que l'environnement d'affaires soit plus compétitif et que le coût, notamment pour nos PME, de faire affaire au Québec soit réduit. Alors, il y a beaucoup de mesures qu'on a proposées en ce sens. Et encore une fois, ça ne coûte rien à l'État de faire ça, mais le gouvernement doit envoyer un signal clair, il doit passer à l'action, on doit arrêter d'en parler, puis ils doivent agir pour aider nos entreprises. Évidemment, le gouvernement et le ministre des Finances en particulier fait face à une longue liste de demandes qui viennent de toutes parts, ne pourraient pas répondre à tout clairement, même si on nous a déjà mis en garde, là, Louis Lévesque, qu'on va avoir un nouveau déficit record mardi. Vous, de votre côté, vous plaidez que c'est important, malgré tout, d'avoir un objectif, de garder le cap et d'avoir un plan pour le retour à l'équilibre budgétaire. Oui, parce qu'on a des énormes besoins en matière d'infrastructure, que ce soit au niveau du gouvernement du Québec, mais aussi des villes, d'Hydro-Québec, et toutes ces nouvelles infrastructures se traduisent par des emprunts du gouvernement du Québec. Mais le taux d'emprunt du Québec est quand même encore soutenable, non, M. Lévesque? C'est-à-dire, si on met dans le portrait tous nos besoins d'infrastructure, qu'on regarde notre déficit actuel, on s'aperçoit que notre trajectoire d'endettement là, est inquiétante. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut vraiment essayer de voir à la fois est-ce qu'il y a des économies dans la façon de livrer les services pour nous amener réduire le déficit budgétaire, et de l'autre côté, quelle est notre capacité de livrer l'ensemble de ces projets-là? Puis je reviens à votre question sur la réglementation, notamment, et on monte des habitations, comment on peut faire pour que le logement se construise plus rapidement, l'allègement de la réglementation municipale et aussi toutes les mesures pour faire
on permet aux gens de construire pour augmenter la quantité de logements. Donc, on a un défi à la fois de financier, mais un défi économique et réglementaire de comment on livre tout ça. Il faut attaquer le défi des deux côtés.